C'est maintenant le moment clé de cette édition spéciale. Vous allez voir un entretien d'1 heure du président mené par notre spécialiste en géopolitique Vincent Hervouet, un entretien franc et sans concession où tous les sujets sont abordés sans exception, y compris celui du respect des droits de l'homme dans le pays. Il sera question du programme, de l'avenir. Premier point du nouveau mandat, quelles sont les priorités du président? Quelles sont les expériences qu'il a tirées de la campagne et du scrutin? Il sera réaliste sur le constat des difficultés économiques. Nous parlerons aussi d'un sujet crucial au Congo, le marché pétrolier. Que va-t-il tenter dans ce nouveau mandat qu'il n'a pas encore fait avant? Et dans un deuxième temps, il sera question de son expérience du pouvoir, sa vision du monde. Que pense-t-il des nouveaux acteurs en Afrique, surtout de la Chine, mais aussi de la Turquie? Et puis il évoquera ses relations avec l'Union européenne et la France. Il nous dévoilera quelles sont les opportunités pour le continent et, à contrario, les menaces externes. Et enfin, il sera question de l'héritage. Le président s'est confié de façon plus intime sur ce qu'il entend léguer. Comment prépare-t-il sa succession? Comment il compte consolider la paix civile dans le pays et une alternance possible? C'est parti. Bonjour à tous. Denis Sassou Nguesso a été réélu le 21 mars, premier jour du printemps. Il a rassemblé 88,40% des suffrages. Il n'y a eu qu'un tour de scrutin. Et à quelques heures de son investiture, le président de la République du Congo a accepté d'accorder une interview à Télésud, qui est la chaîne francophone. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Hervouet. Merci de nous accueillir ici, à la résidence du Plateau, le Palais du Peuple, et de vous soustraire aux nombreuses délégations qui affluent à Brazzaville, aux ministres qui arrivent depuis hier, aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement. Alors, c'est pas évident de voyager en cette période d'épidémie, hein, et pourtant ils viennent. Alors, pourquoi c'est important que Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Alpha Condé, Lorenzo d'Angola, votre voisin de l'autre Congo évidemment, Tshisekedi, et puis les présidents, alors je me trompe peut-être sur la liste parce qu'elle n'a pas cessé d'évoluer, mais les présidents de Namibie, du Niger, de Guinée-Bissau, peut-être de Guinée équatoriale, de Centrafrique. Pourquoi c'est important qu'ils fassent le déplacement en personne ? Mais je crois que ce déplacement de tous ses frères, de tous ses amis, ce déplacement nous honore et honore le peuple congolais, et qui a toujours entretenu des relations d'amitié et de fraternité avec tous les peuples d'Afrique. Je pourrais même dire tous les peuples du monde. Nous n'avons de différends avec personne. Donc, nous sommes honorés, très heureux d'accueillir tous ces amis, pas seulement africains, mais les amis de par le monde qui vont certainement arriver pour... Alors j'ai vu qu'il y avait le président de la Douma russe, un vice-ministre chinois, il y a beaucoup de gens, il y a des gens du monde entier qui viennent. Mais on comprend bien, pour revenir aux Africains, que c'est une façon de vous témoigner leur respect, bien sûr. Hein. Alors c'est l'amitié à un voisin, c'est le respect à un vétéran, parce que vous êtes un patriarche, parce que vous êtes là depuis longtemps, on va en parler. Et puis c'est aussi l'occasion d'entretenir un lien. On se parle en marge d'une cérémonie très protocolaire comme une investiture. On discute des dossiers, on essaie de faire avancer 2 ou 3 choses. Ou on fait la fête? On fait la fête, c'est sûr. Je pense qu'on en profite toujours entre 2 instants d'aborder
quelques sujets, vraiment si on a le temps, et on ne rate pas l'occasion, et c'est une bonne chose. Alors, on voit le protocole, les convois, la sécurité, et on a perdu complètement l'habitude parce que depuis un an, par exemple, l'Union européenne, tout se fait en visioconférence avec un écran et puis 27 chefs d'État dans une petite case. C'est très bizarre, c'est irréel, mais ça c'est le Covid. Qu'est-ce que le Covid a changé pour vous dans votre façon de travailler? Bon, mais nous avons, avec cette pandémie, eu une Assemblée générale des Nations Unies, visioconférence, l'Assemblée générale des Nations Unies, et nous avons eu le sommet de l'Union africaine dans les mêmes conditions. Ici, au quotidien, je travaille avec les collaborateurs presque dans les mêmes conditions. Nous tenons les conseils de ministres hebdomadairement et même d'autres réunions dans les mêmes conditions. Donc beaucoup de choses ont changé et cette pandémie a apporté un autre mode de fonctionnement. Mais ça ne vous isole pas? Vous n'avez pas l'impression que le fait de porter un masque, d'avoir des réunions comme ça en numérique, pourrait-on dire, ça n'isole pas le chef de l'État qui, de toute façon, est toujours un peu coupé du monde? On s'efforce de ne pas s'isoler, parce qu'on ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. On finit par avoir des collaborateurs qui viennent avec leur masque, on observe quelques règles de distanciation sociale, mais on se rend compte, heureusement d'ailleurs, tout comme il est arrivé aussi au président de se déplacer dans les départements, en dehors de la campagne, électorale, inaugurer un projet, lancer un autre, et cela est arrivé aussi. On n'a pas totalement été coupé, ni des collaborateurs, ni du reste du peuple. C'est difficile, oui. C'est difficile. Absolument. Alors, bon, on va parler de la pandémie, des conséquences qu'elle peut avoir sur votre économie, sur votre pays, de cette épreuve, et puis vous nous direz les leçons que vous en tirez et vos espoirs aussi. Mais on va d'abord parler de politique, et on va parler de l'élection, de votre réélection, et on va parler de la campagne. Je vous propose de parler d'abord de la campagne. Elle s'est passée dans le calme. Il n'y a pas eu d'incident grave, hein, comme en 2016. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, je puis même dire, je peux me tromper, mais je puis même dire que c'est la première fois qu'au Congo, on a vu, je dis cela depuis l'indépendance, qu'on a vu une campagne se dérouler dans ces conditions-là. Il y a eu ici et là des imperfections, vous voyez, c'est une œuvre humaine. Mais cette campagne s'est déroulée dans des conditions tout à fait exceptionnelles de calme, sérénité, de paix. Et je le dis parce que j'étais dans tous les départements du Mais comment, pays. Pourquoi il y a soudain cette accalmie? C'est l'effet Covid? Je ne pense pas. Je crois que les Congolais ont participé à cette élection en privilégiant la paix et la stabilité du pays. Et évidemment, le Covid qui a cassé quand même beaucoup de ressorts. Oui, la volonté de redresser l'économie et de rebondir. Et je crois que ce sont des facteurs importants. Alors, vous avez fait le tour pendant votre campagne des 12 départements. Hein, vous êtes allé partout. Vous connaissez par cœur votre pays, bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur l'état du pays ou sur
les préoccupations des électeurs? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Bon, c'était d'abord très important de rencontrer un peuple très mobilisé malgré la crise. Ouais, il y a eu quand même cette résilience. J'ai rencontré des populations très mobilisées et avec la volonté d'aller de l'avant, de reconstruire le pays. J'ai trouvé, malgré la crise, une population enthousiaste, très déterminée, dans tous les départements. D'ailleurs, vous pouvez regarder les images des rencontres. Et puis j'ai écouté. Et j'ai écouté les populations parler de leurs problèmes. Et c'était très important pour moi. Ils vous attendent. Ils attendent Sans quelque aucun chose. doute. Ils attendent, oui. Et les jeunes surtout. Alors, bon, il y a une curiosité quand même pour un observateur étranger, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des opposants au Congo, mais il n'y a plus d'opposition. Vous savez, autrefois on disait la France, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. On a l'impression qu'au Congo, Brazza, tous les opposants ont été, sont ou seront ministres du président Sassou. Bon, je ne le dis pas ainsi. Et il y a eu des opposants. Je dois dire que cette campagne s'est terminée par une note très triste, avec le décès de notre compatriote Parfait Kolela, qui a été emporté par cette terrible pandémie quand même. Et c'était quand même l'un des opposants. Et je ne peux pas dire qu'il allait devenir ministre. Il était ministre dans mon gouvernement et il a décidé de quitter. Vous voyez que c'est quand même du tempérament, cela. Il a décidé de quitter pour aller à l'opposition. Et je pense aussi au ministre Nzon, qui avait été aussi mon ministre des Finances et qui est allé à l'opposition. Donc, on ne peut pas dire que, bon, tous vont devenir ministres, ils vont et viennent, mais c'est des hommes de tempérament, ils ont exprimé leurs opinions et ils ont pris position. Je crois que cela est honorable. Vous parliez de Parfait Kolela, il a eu une très belle mort finalement, parce que sa dernière vidéo, c'était pour appeler ses partisans à voter, pour les mobiliser. Il est mort comme en campagne, en quelque sorte. C'est la plus belle mort que puisse imaginer un homme politique, non? On peut le dire ainsi. Vous On peut le dire ainsi. Vous-même, vous aimeriez mourir à la tâche? Ça, c'est Dieu qui sait. C'est vrai. Mais alors, on voit en ce moment, ce week-end, là, les Britanniques préparent les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, qui est donc éteint à l'âge de 99 ans. 99. Et ça bouleverse... Presque 100. Oui, magnifique, mais ça bouleverse les Britanniques parce qu'ils réalisent que cet homme qui a toujours été dans leur champ de vision a finalement donné sa vie à servir la couronne, la reine, à soutenir, mais aussi il a sacrifié sa vie parce qu'il a toujours été exposé, il a toujours incarné en quelque sorte la Grande-Bretagne. Et moi j'ai calculé que vous-même, dans 3 ans, vous aurez passé la moitié de votre existence à la tête de l'État, c'est-à-dire à incarner aux yeux des Congolais et aux yeux du monde le Congo. Vous n'avez jamais envie de laisser, d'arrêter, de vous libérer? Bon, vous voyez bien, il y a eu une élection qui s'est passée dans ce pays et le peuple s'est prononcé
comme vous l'avez vu, j'imagine sans contrainte. Vous savez, vous êtes français, nous, observateurs africains, disons que si le général de Gaulle n'avait pas démissionné lui-même, les Français l'auraient gardé longtemps au pouvoir en France, de Gaulle. Sûrement. Vous êtes d'accord avec moi? Sûrement. Et c'est cela, les peuples. Mais on peut même dire que les Français, quelque part, expient ou regrettent d'avoir guillotiné Louis XVI, d'avoir chassé le général, et qu'il y a quelque chose comme ça qui les anime. Mais revenons à vous, parce que avant-hier, il y avait le match avec le Real. Vous auriez été très bien à Oyo, dans votre ranch, ou à une terrasse ici, avec des amis, à regarder l'intégralité de ce match, au lieu d'être en train d'accueillir le président du Sénégal, et de... Mais sans aucun doute, et chacun l'aurait souhaité ainsi. Mais de l'autre côté, Oui. il y a le devoir. De l'autre côté, il y a le devoir. Chacun de nous l'aurait souhaité. Hier, pour la petite histoire, avec le président Macky Sall, nous avons regardé ce match 15 minutes au salon de l'aéroport, puis on a perdu le match quelques minutes, le temps d'arriver à l'hôtel. On l'a relancé et on l'a regardé jusqu'à la mi-temps. Et je l'ai laissé à la mi-temps. J'ai profité de la pause pour venir prendre les 45 autres dernières minutes ici à la résidence. Voilà. Oui. Comme on a besoin de cela. Mais, à part le fait de rester à Oyo, encore que cela m'est arrivé, de rester à Oyo, ce que les gens ne disent pas souvent, que de 92 à 97, j'ai connu une interruption de 5 ans. Involontaire. Bien sûr, c'est le peuple qui a décidé ainsi. Et je me suis bien retrouvé à Oyo, je n'étais pas mécontent. Et puis en France, 2 ans à Oyo, 2 ans en France, à Paris, je n'étais pas mécontent. Mais l'histoire de ce pays a voulu que nous revenions aux affaires. C'est ça l'histoire. Je vais vous poser la question différemment. Et ben alors, voilà. Je vais vous poser la question différemment. C'est un métier qui n'a pas de fin. Vous n'aurez jamais fini. Et vous avez déjà votre place dans l'histoire. Vous avez rencontré les grands hommes, vous avez fréquenté Ho Chi Minh, Castro, Mandela. Vous avez votre place dans l'histoire. Ça y est, c'est fait. C'est acquis. Vous n'avez rien à gagner, quelque part. Par contre, vous avez à perdre, à rester. On connaît des grands présidents qui ont fait un mandat de trop et qui ont été oubliés, du coup. Alors, mais pour le moment, on ne va pas se perdre en conjecture dans cette histoire. Pour le moment, il y a une élection, hein, et il y a le peuple qui a décidé, et je le remercie, cette confiance renouvelée. Alors, je crois que c'est plus intéressant de regarder D'accord, on va parler devant. de l'avenir. Ok, on va parler de votre programme maintenant. Mais Absolument. quand même, d'une dernière mot, parce que c'est une tendance qui est générale. J'ai remarqué que eh bien, le président Ouattara, qui vient à votre investiture, s'est représenté pour une 3e fois, comme le président Alpha Condé, que Idriss Déby a été élu le week-end dernier pour la 6e fois. Est-ce que ça correspond à un besoin de sécurité? Est-ce que, à votre avis, il y a cette exigence de stabilité parce que le monde est devenu de plus en plus incertain et dangereux? Je crois qu'il y a beaucoup de cela. Tout à l'heure, je vous ai dit et que notre peuple a voté pour la paix, pour la stabilité
et pour la poursuite de l'effort de développement du pays. J'hésite à avancer l'autre idée, mais je l'avance quand même. Hein. Et il y a aussi l'expérience, et cela n'est pas négligeable. Et alors, la paix civile, vous avez beaucoup mis ça en avant pendant la campagne, en disant que c'était précieux, la paix civile. Mais ça, les Congolais le savent. Hein. Ils ont connu la pire des guerres, ils ont connu la guerre civile. Hein, c'est très cruel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a une menace qui continue de peser sur la société congolaise? Vous pensez que les démons peuvent revenir? Que la désunion peut de nouveau... Non, il n'y a aucune menace. Mais la paix, c'est toujours quelque chose de fragile. Même les grands, même les puissants, travaillent pour qu'elle soit toujours maintenue dans l'intérêt des peuples. Menace ou pas, c'est toujours quelque chose de fragile et qu'il faut préserver. Le monde aujourd'hui est quand même plein d'incertitudes. Vous savez, en général, il y a deux sortes de grâces présidentielles. Il y a la grâce que les présidents accordent au moment de partir, ce qu'a fait Donald Trump, par exemple, et puis et abondamment. Et puis il y a la grâce qu'accordent les présidents qui viennent d'être élus. C'est ce qu'aussi a fait Joe Biden. Alors vous avez de la chance que vous pouvez faire les deux à la fois, puisque vous venez de finir un mandat et que vous en commencez un nouveau. Est-ce que le président Sassou peut oublier les offenses faites au président Nguesso? Est-ce que vous pouvez imaginer, pour parler simplement, de gracier le général Mokoko qui a été condamné à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et qui vient de passer 5 ans donc, derrière les barreaux? Et le général Mokoko n'est pas seul là-bas. Il n'est pas seul, on parle beaucoup de lui, surtout en France. Il n'est pas seul là-bas. Et nous pensons que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous voulons engager notre peuple sur la voie de la paix, de la détente générale, du redressement de l'économie de notre pays. Ce sera sûrement pour les 5 prochaines années une ère de détente dans le pays. Donc, on peut espérer pour lui. C'est tout ce que nous pouvons dire. Il y a un militant des droits de l'homme qui est le docteur Zabana, un journaliste aussi qui a été embastillé depuis 2 mois. Là. Il a dû commettre un délit quelque part. Hein. Les journalistes, ça c'est pas une immunité. Hein, il a dû commettre un délit quelque part. Je ne vois pas très bien. De droit commun sûrement. Ce n'est pas un politique, celui-là. C'est pas un politique. Je crois qu'il est accusé de diffamation. Ah bon, diffamation. Pas le président quand même. Non. Ah bon. Un délit quelque part. La femme d'un de vos dignitaires. Un délit quelque part. Combien de mois de prison, celui-là? Je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas été condamné, mais qu'il est... il est interrogé. Ah bah, si ce n'est que ça, peut-être que ça va s'arrêter là. Un interrogatoire. Alors, j'ai lu le communiqué, on finit juste sur la campagne, puis on va parler de l'avenir après, des évêques congolais. Alors, en 16 points, avec les défis à relever et un appel en 4 points. Alors, il félicite le gouvernement pour la sécurité dans le pool, pour la construction d'universités, pour la baisse du prix du ciment, mais il réclame aussi la réforme des listes électorales, l'indépendance de la justice. En fait, on a l'impression qu'ils font le travail de l'opposition, qu'ils vous mettent la pression, les évêques. Je me trompe ? Je ne sais pas s'ils sont bien dans leur rôle. On aurait pu
se contenter de laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne nous sommes pas prononcés depuis. Alors, en général, quand même, les prêtres, les pasteurs, les religieux connaissent bien leurs fidèles. Ils sont de bons baromètres de l'opinion. Sûrement. Et, bon, mais les électeurs dont nous parlons, ce sont ces fidèles-là. oui, c'est vrai, ce sont les mêmes. Ce sont ces fidèles-là, les électeurs. Les foules que vous avez vues pendant la campagne dans tous les départements, ce sont ces fidèles-là. Bon. Nous leur proposons autre chose. Ouais, ces populations adhèrent ou n'adhèrent pas. Mais ce sont les mêmes fidèles. Alors, vous avez été élu au premier jour du printemps. Est-ce que vous pensez on a parlé des printemps arabes, et puis après des printemps, oui. En Europe centrale. Est-ce que vous pensez qu'un printemps congolais peut survenir, un emballement soudain de la jeunesse qui supporte mal, forcément, ce confinement, l'absence de perspective économique, qui est impatiente, parce qu'elle est comme ça, la jeunesse. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver chez vous? Bon, mais encore une fois, je ne suis pas Dieu pour le dire, mais ce sont les peuples. Et tout cela est imprévisible. Et je crois que ces événements se sont déjà produits au Congo dans son histoire. Et les trois glorieuses journées des 13, 14 et 15 août 63 ont été de ces événements-là. Avec quelques réserves, on peut aussi dire que la conférence nationale souveraine était un de ces moments-là. Et puis il y a eu les printemps arabes dont vous parlez. Le plus important, c'est de faire le bilan de tout cela et de savoir s'il y a eu des avancées ou pas. Sinon, les peuples, ils sont là et se battent toujours pour plus de bien-être, pour leurs droits. Personne ne peut à l'avance dire que tel événement va se produire ou ne va pas se produire. Mais il est important, à chaque fois, je crois, même les printemps arabes, de voir s'il y a eu des avancées ou pas. Et c'est pas à moi de vous poser des questions, mais je la pose. Savoir s'il y a eu avancée ou pas. Printemps arabe ou d'autres printemps. Mais le nôtre, puisque vous parlez de printemps, il n'y a pas de printemps ici. C'est la grande saison des pluies. Mais il a donné l'élection dans la paix dont je venais de parler. Alors, la jeunesse, c'est l'une des priorités du programme, la paix, la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, finalement, à cette jeunesse congolaise qui est piégée par le Covid et qui a subi le confinement et le reste? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour lui donner de l'espoir alors qu'il y a un chômage partout, que l'économie ne va pas bien? Qu'est-ce que peut dire le président à cette génération nouvelle? Mais nous avons toujours dit à la jeunesse qu'il faut qu'elle ait beaucoup d'ambition et d'espoir, que notre pays a la capacité de leur offrir un avenir meilleur. Et nous travaillons à cela. Et nous avons même décidé de lancer une enquête dans les milieux de la jeunesse
avant cette élection, il y a eu une enquête d'opinion, une enquête pour connaître les priorités. Que pense la jeunesse? Et l'enquête a donné des résultats magnifiques. Étonnant. Étonnant, on peut le dire aussi, mais ces résultats ont montré que cette jeunesse, la nôtre, a conscience de son avenir et ne perd pas espoir. Et a dit de manière très claire ses priorités. Et ces priorités ont été prises en compte dans le projet que nous présentons. C'est la formation qualifiante et l'emploi. Et c'est la diversification économique qui peut être aussi source d'emploi. Et surtout, c'est le grand programme de développement agricole, de mécanisation de l'agriculture. Ce sera le challenge au cours des prochaines années de mécanisation de l'agriculture et de développement agricole au sens large, et qui va aussi être source d'emploi. Et il y a... oui, s'il vous plaît. Vous parlez de la mécanisation de l'agriculture, c'est quoi? C'est des tracteurs, oui. Des machines agricoles? Des machines agricoles, et nous sommes en train de mettre en place une usine de montage de tracteurs ou autres matériels dans la zone industrielle de Maluku, à quelques 60 km d'ici, au Brazzaville, qui va fabriquer ces tracteurs, oui. Nous allons mécaniser. Et qui va les acheter, les tracteurs? Des coopératives? Les coopératives, l'appui du gouvernement. Et il faut que le gouvernement appuie les efforts des jeunes qui pourraient être regroupés en coopérative. Et nous avons d'ailleurs déjà lancé une idée d'incubateurs agricoles pour la jeunesse avec quelques succès. Des petites sociétés agricoles. Vous pouvez augmenter les rendements? Vous pensez que... Sans aucun doute. Il y aura augmentation des rendements, sans aucun doute. Vous savez, l'agriculture chez nous, nous avions lancé l'idée, nous voulons avoir la suite dans les idées. Dès le début des années 80, quand nous étions aux affaires, on venait d'arriver aux affaires, nous avions lancé l'idée de l'autosuffisance alimentaire autour de l'an 2000. C'est là l'idée. En même temps, nous avions lancé dans l'éducation le mot d'ordre « une école, un champ ». C'était pour déjà amener les jeunes. C'est lié à l'environnement et au changement climatique, on pourrait peut-être en parler. Une école, un champ. Et cette idée a été reprise dans le secteur éducatif et on a commencé à voir dans le pays, dans tout le pays, des écoles, une école, un champ. C'était au début des années 80. En même temps, parce qu'il y a eu un préalable, et là, il existe encore un peu, il fallait des infrastructures de base, parce que tous les centres de production agricole, disons tous les départements, étaient enclavés, il n'y a pas de route. Et les populations ne pouvaient pas produire sans espoir d'écouler la production vers les zones de consommation. Il n'y avait pas de route. C'était un préalable. Et le programme des années 80 était aussi ce programme-là, essayer de construire des routes. Ce programme a été compromis, comme toujours, par la crise du secteur pétrolier des années 80. Ce programme a été compromis totalement et puis la suite est connue. Nous avons perdu toute la décennie 90. Et on a tendance à l'ignorer. Toute la décennie 90
a été perdu pour le Congo en termes de sécurité, en termes d'unité nationale, en termes de paix, en termes de développement. Toute la décennie 90, de 90 à 2000, c'était une décennie perdue. Et aujourd'hui, nous avons décidé de recommencer parce qu'il fallait lever ce préalable. Nous avons construit des routes. Il y a les infrastructures qui permettent... Oui, des infrastructures qui permettent. Et l'autosuffisance alimentaire, c'est l'objectif à quel terme, dans combien de temps? Bon, exécutons, s'il vous plaît, exécutons les 5 années de ce mandat avec la volonté de réaliser ce programme-là, puisqu'il nous engage. Bon, vous allez essayer, mais vous ne voulez pas de plan quinquennal, hein, quand même. Hein. Ah ben, nous allons mettre en place un programme de gouvernement pour que le projet prenne corps. Voilà. On va reparler de l'environnement, mais d'un mot encore sur la jeunesse. J'ai vu que vous aviez envoyé des jeunes à Cuba pour se former en médecine et pour servir ensuite la population. Alors c'est très étonnant parce que moi j'ai vu des médecins cubains venir en Italie pour le Covid, oui. Même en France, puisqu'ils étaient dans les Pyrénées, en Andorre, et c'est à moitié la France, l'Andorre. Vous faites le contraire, vous envoyez des gens se former à Cuba. Bon, on ne fait pas tout à fait le contraire. Il y a des médecins cubains ici aussi. Et il y a des médecins cubains ici, dans quelques hôpitaux. Mais au moment où nous construisons presque 14 hôpitaux, l'hôpital mère-enfant à Brazzaville, l'hôpital central des armées en construction à Brazzaville, et 12 autres hôpitaux généraux en construction et dans les 12 départements du pays. Et il était important que nous formions un nombre important de médecins et de techniciens. Nous faisons donc les deux. Nous recevons les médecins cubains ici, mais nous voulons former les jeunes Congolais. Quelle est la situation sur le front du sida? On ne parle plus du sida, on ne parle plus du paludisme, on ne parle que du Covid. On a tort de ne plus parler du sida, justement. Oui, on devait en parler toujours. Oui, mais on ne peut pas avoir plusieurs malheurs à la fois. Ah, mais donc, ils sont là. Dans l'information, à la télévision, il y a un malheur et un seul, et on le traite, les autres, ils attendent. Vous savez, c'est un sujet chasse-autre. Mais le Covid, où est-ce que vous en êtes au Congo face à cette épidémie? Bon, tout à l'heure, je vous disais que notre peuple a fait preuve de résilience face à cette pandémie et il s'est mobilisé comme c'était peut-être même pas envisageable. C'était extraordinaire la mobilisation de notre peuple l'année dernière à partir du mois de mars. Et nous pouvons dire que l'épidémie dans notre pays est sous contrôle et nous nous sommes mobilisés, le peuple a suivi les mots d'ordre du gouvernement et les directives et bon, a fait preuve de beaucoup de sacrifices parce que c'était très difficile. Et les confinements, les couvre-feux, etc., le peuple a suivi. En résumé, on peut dire quand même que, on touche du bois, la catastrophe qui était annoncée pour l'Afrique ne s'est pas encore produite. Elle ne s'est pas encore produite et nous veillons. Hier encore, je présidais, comme je les préside moi-même, les réunions du comité de coordination de la lutte contre la pandémie. Je tiens, sous ma présidence personnelle, cette réunion tous les 20 jours. Hier encore, j'ai tenu cette réunion. Et vous faites des points d'étape. Et la situation, le nombre de gens infectés, le nombre
de malades Bon, gravement atteints, le nombre de morts. Si on pense que on a dépassé légèrement les 10 000, mettons les 10 000 personnes infectées au cours de l'année, et si on en a soigné et guéri 9 000, et si on a eu 139 morts dans l'année, maintenant il doit y avoir quelques dizaines de malades dans les hôpitaux, on peut dire quand même que la pandémie est sous contrôle. Ah oui, elle est bien contrôlée. Mais comment est-ce que vous expliquez justement que, en général, sur tout le continent, il n'y ait pas eu l'effet dévastateur qu'on voit, par exemple, au Brésil, qui est aussi qui est un continent à lui tout seul en fait, hein, ce pays, hein, et où les gens vivent dehors, où il y a des conditions des disparités sociales très fortes. Comment ça se fait qu'en Afrique, il n'y ait pas eu, selon vous, hein, parce que personne ne le sait, mais quelle est votre intuition pour vous? Non, mais je n'ai pas pour l'instant de réponse à donner à pareille question. Et nous allons poursuivre l'effort pour que notre peuple sorte de ce drame. Mais je crois que personne n'a encore de réponse très claire à donner à cela. Alors, en attendant que l'agriculture se développe, se mécanise, que le pays atteigne l'autosuffisance alimentaire, les principales recettes, et peut-être l'exportation, après tout, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et nous exportions du café et du cacao. Autrefois. Autrefois, ça, on n'a pas le temps de parler de cette histoire. Mais, Oui, on peut imaginer que vous y reveniez, vous pouvez espérer ça. sûrement. En attendant, c'est le pétrole, l'essentiel de votre revenu, la principale source de recettes. Alors, depuis 2014, il y a eu des baisses, mais alors, depuis le Covid, c'est l'effondrement des cours, en fait. Les cours sont au plus bas. Et pour vous, ça sape tout projet, quand même, d'infrastructure. Comment est-ce que vous allez faire entre le poids de la dette, la faiblesse des cours, comment est-ce qu'on fait pour échapper à cette tenaille? Nous vivons cette situation depuis 2014. Parce que l'effondrement des cours du pétrole a commencé en 2014, c'est-à-dire avant même le mandat qui vient de s'écouler. Tout ce mandat s'est déroulé sur fond d'effondrement des cours. Et la situation est devenue bien plus grave lorsque il y a eu cet autre effondrement des cours suivi de la pandémie de Covid-19. Eh bien, nous avons toujours continué le combat et nous avons fait preuve de résilience et nous pensons que notre pays ne peut pas indéfiniment rester prisonnier du pétrole parce que nous avons d'autres ressources. Nous avons l'exploitation rationnelle de la forêt, nous avons des mines solides, des découvertes impressionnantes. Nous avons des découvertes de gaz. Et nous avons déjà lancé la production de cuivre dans un des départements du pays. Et donc, notre pays a son avenir qui n'est pas compromis. À combien vous évaluez le recul du produit intérieur brut là, dans l'année qui vient de s'écouler? On nous a annoncé des reculs à 2 chiffres de notre croissance. On nous l'a annoncé au début de la pandémie, un recul de la croissance économique à 2 chiffres. Cela n'est pas encore arrivé. On nous parle d'une croissance, d'une baisse de la croissance
de 8 points, 8. Nous croyons dans nos analyses que cette année, au début de cette année, la croissance est légèrement positive, peut-être 0,5%, peut-être 1%. Et nous gardons l'espoir que ce sera de mieux en mieux le cas cette année et au-delà. Ouais, nous pensons pouvoir entrer dans une croissance positive. Oui, à partir de il y a des cette année. prophètes de malheur. On va en parler des prophètes de malheur parce qu'il y a une note du ministère des Affaires étrangères français qui m'a beaucoup frappé et dont j'aimerais que vous me disiez comment vous la commentez, si vous voulez bien la commenter. Mais vous n'écoutez pas les prophètes de malheur, vous espérez que ça va mieux, mais de toute façon, il y a quand même un problème qui est structurel, un problème qui sera permanent, c'est que votre développement, à partir du moment où le pétrole, vous tirez 350 000 barils et que c'est une telle richesse, mais qu'elle est fluctuante, puisque ce n'est pas vous qui fixez le cours, évidemment, du pétrole, ça, il y a de tels aléas que vous ne pouvez pas programmer de programmes de développement, justement. Vous ne pouvez pas faire des programmes de développement en vous appuyant sur le pétrole. Bon, mais il y a l'incertitude aujourd'hui pour tout le monde. Et il n'y a pas, même les pays puissants économiquement, je ne sais pas s'ils peuvent avec certitude aujourd'hui programmer des développements. Et il faut tenir compte de la réalité, s'adapter. Et personne ne peut aujourd'hui avec certitude programmer des développements. Mais notre pays a des atouts qui lui donneront la possibilité de rebondir. Vous pensez que, je le crois. Oui, ça. L'agriculture peut être... sans aucun doute. L'après-Covid. L'agriculture au sens large et l'exploitation rationnelle de nos forêts et avec la transformation du bois sur place, des industries de transformation de bois, et puis le développement d'autres secteurs, même des services. Un pays de 342 000 km² avec des terres, de l'eau, du soleil, et 5 millions d'habitants seulement, et des ressources naturelles importantes, une population jeune qui peut travailler. Et 19 ans, là, je médire. Oui, nous sommes optimistes, oui. Le président est optimiste. Alors, le président Sassou est optimiste pour l'avenir. Oui, tout à fait. Tant mieux pour les Congolais, mais... Oui. Alors, je vois, il y a 2 ans, vous avez conclu un accord avec le FMI, avec le soutien de la France d'ailleurs, qui prévoyait le versement de 448 millions de dollars en plusieurs tranches. Une seule a été versée, minime. Et l'explication donnée, c'est qu'il faut attendre que vous remboursiez d'abord les traders pétroliers qui ont prêté des fonds contre remboursables en barils de pétrole. Alors, ça c'est l'explication technique. Je ne sais pas comment vous répondez, mais est-ce qu'il y a aussi une explication politique? Bon, nous poursuivons les discussions avec le Fonds monétaire international. Et l'année dernière, au mois de mars, nous avons écrit à la directrice générale du Fonds monétaire international pour demander une aide d'urgence Covid. Une aide d'urgence Covid. D'après nous, qui ne devrait pas avoir de lien avec le programme élargi de crédit. Bon, toutes ces choses ont été mises ensemble et nous n'avons pas pu bénéficier d'une aide d'urgence Covid. Ça fait 1 an et plus. Mais notre peuple fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, preuve de résilience des dirigeants. Et donc, nous poursuivons les discussions avec le Fonds monétaire, ne sont pas interrompues. Je comprends très bien que le chef de l'État congolais réponde avec autant de
sérénité à une question qui est forcément un peu insolente. Mais moi, j'ai l'impression quand même que maintenant que vous êtes réélu, les conversations avec le FMI vont peut-être être plus fructueuses. Que la négociation va avancer maintenant. Nous les avons toujours souhaitées fructueuses. Oui, vous. Toujours. Mais de l'autre côté. Ah, ça, nous ne savons pas. Mais nous poursuivons les discussions avec le Fonds monétaire. Bon. Vous ne pensez pas que le FMI attendait que vous soyez réélu? Ça, je ne peux pas le dire. D'accord. Paris a réduit toutes ses aides. Est-ce que vous vous sentez négligé par la France? Réduire quelle aide? Les aides, je ne sais pas, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a comme aide aujourd'hui au Congo, Brazza. Je n'ai pas eu de réponse vraiment. Je crois que le gouvernement continue de travailler avec l'Agence française de développement sur quelques projets. Des projets, quelques projets. Sur quelques projets, je crois, oui, que la coopération continue. Est-ce que vous avez l'impression que... Est-ce que le dialogue n'était pas formidable avec le président Hollande? Est-ce qu'avec le président Macron, c'est plus facile? Ou pas? Mais même avec le président Hollande, nous n'avons pas eu de tension directe et particulière. J'ai eu, je crois, 2 entretiens avec le président Hollande à l'Élysée. L'un de ces entretiens a duré même 1 heure à l'Élysée. Donc, les relations avec la France, que ce soit avec le président Hollande et maintenant avec le président Macron, elles sont normales. Normal. Elles se développent normalement. Ah ben c'est ce qu'il veut. Il veut absolument normaliser les relations avec l'Afrique. Mais... Normaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, j'allais vous poser la question. Comment ça? Qui c'est qui a dit cela? Le président Macron. Normaliser? Oui. Je ne l'ai pas entendu. Oui. Si, je suis sûr. Normaliser les relations avec l'Afrique? Oui, c'est compliqué, c'est compliqué dans ça. Alors, il n'est pas venu au Congo, par exemple. Alors, il est vrai qu'il y a le Covid. Non, mais quand même. C'est vrai. Mais bon. Le président Hollande n'était pas venu au Congo non plus, mais les relations avec la France étaient normales. Il n'a fait qu'un. Et au moment du sommet de la francophonie à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Il a fait l'aller-retour dans la journée. Oui. Pourtant, c'est loin. Ah oui, assez loin, oui. Bon, on sait l'amitié. Les hommes, c'est important quand même. Même si les relations entre le Congo souverain et la France souveraine dépassent les hommes, bien sûr, mais les hommes, c'est important. On sait que vous aviez de l'amitié pour Jacques Chirac, avec Jacques Chirac. Oui. Et ça a compté, ça a pesé. On sait que vous avez servi d'intermédiaire, de médiateur dans des crises où, là encore, les relations d'homme à homme, ça compte. Que ce soit au moment de la fin de l'apartheid, que ce soit en Libye où ça n'a pas marché, dommage, sans doute. Aujourd'hui en Centrafrique, peut-être. Vous avez un rôle régional. Vous ne me contredisez pas. Enfin, nous le jouons parce que nous pensons que, comme nous disons en Afrique, lorsque la maison du voisin brûle, il faut apporter un peu d'eau. Et nous souhaitons toujours vivre en harmonie avec tous les autres dirigeants africains, même d'ailleurs, parce que le monde aujourd'hui a besoin de cela. Donc, vous n'êtes pas le doyen de l'Afrique, mais vous êtes un patriarche, vous avez de l'expérience, et on vous sollicite. Est-ce que vous avez l'impression que la France tient compte de l'importance que vous avez au Congo, en Afrique centrale et sur le continent, ou est-ce qu'elle regarde ailleurs et qu'elle a un peu oublié ce qu'elle doit à l'Afrique, ou ce qu'elle a fait en Afrique? Mais cette question, il faut la poser aux autorités françaises, c'est quand même pas à nous. Vous connaissez par cœur les autorités françaises, vous connaissez par cœur la France. Vous la connaissez aussi bien qu'un 13e département français. Je pense quand même que la France s'est engagée dans le Sahel, ce n'est pas rien. Donc, elle n'aurait pas tourné totalement le dos à l'Afrique, sinon elle ne serait pas au Sahel. Ce n'est pas une situation simple non plus. Il y a une note qui a été produite par le Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères
Ce sont des chercheurs et ce sont des diplomates qui réfléchissent à l'avenir. Et ils ont parlé de l'effet congolin en imaginant que le Covid, j'y reviens, pouvait accélérer à la fois, pouvait déstabiliser des pays africains. En Afrique de l'Ouest, parce qu'à cause du commerce informel, et en Afrique centrale, à cause de l'effondrement des cours de quelques matières premières comme le pétrole. Et cette note a circulé dans les réseaux sociaux. Et quand ça circule, ce n'est pas par hasard d'abord. Ce n'est pas un accident quand circule une note confidentielle comme celle-là. On peut y voir de la malveillance, ou on peut y voir un ballon d'essai. En tout cas, il faut se poser la question. Mais la question que moi je voulais vous poser, c'est qu'ils imaginent la déstabilisation de pays d'Afrique francophone et ils donnent l'impression de s'en réjouir. Enfin, j'ai lu cette note comme vous, je crois, et je n'ai pas eu le sentiment que les autorités françaises, c'est tellement un cercle de recherche stratégique quelque part, nous n'avons pas eu le sentiment que les autorités françaises, que ces autorités aient endossé. Et cette analyse-là, ça aurait pu être très grave quand même si cette analyse était endossée par les autorités. Ce n'est pas le sentiment que nous avons eu. Et cette analyse proposait même des leaders, non, qui devraient venir, de nouveaux interlocuteurs, les personnalités d'église, les artistes, je ne sais pas quelle autre catégorie. Bon, je crois que c'est une note qui est morte, non? Et c'est un ballon d'essai. Nous n'avons pas pensé que les autorités françaises avaient endossé cette analyse-là. Alors, et tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Oui. Il y a un sujet sur lequel les Français et Congolais peuvent travailler, chef d'État français, chef d'État congolais, c'est la défense de l'environnement, parce que vous êtes très investi. Vous en avez parlé dans la protection des forêts. Alors, il y a le rapport annuel du Global Forest Watch, basé sur les données satellites telles qu'elles... en fait, la photographie en fait, de la planète. Et ils évaluent à plus de 4 millions d'hectares la surface des forêts primaires tropicales qui sont parties en 2020 en fumée. 4 millions d'hectares, ça fait à peu près la surface des Pays-Bas. Alors qu'elles sont cruciales, évidemment, ces forêts pour la biodiversité, pour le stockage du carbone. C'est 12% en 2020 de plus qu'en 2019. Hein, il y a le Brésil, bien sûr, mais la République démocratique du Congo tient la deuxième place. Le Brésil d'abord, mais la RDC après. Qu'est-ce que vous, qui vous mobilisez pour justement la protection de la forêt, qu'est-ce que... vous sonnez le tocsin, mais ça continue, ça s'aggrave même. Je ne crois pas qu'il y ait une situation grave à RDC. Il y a eu déforestation de l'Amazonie, ça s'est établi. Mais ici, la commission du bassin du Congo travaille pour la protection des forêts du bassin du Congo. Voilà pourquoi nous disons que le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon du monde. C'est peut-être même le principal poumon aujourd'hui, le bassin du Congo, avec ses tourbières. Les tourbières, oui. Et nous pensons que oui. Et le bassin du Congo va jouer un rôle important. Les tourbières, vous allez faire quoi? Vous les laissez en l'état? Vous les protégez? Il faut les protéger. Il faut les protéger. Si elles n'étaient pas protégées, ce serait un dégât considérable aussi. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que ces efforts de protection d'un bassin, 220 millions d'hectares de forêt, est-ce que la communauté internationale prend cela en compte et au sérieux? Et
imagine la contrepartie en termes de développement qu'il faut apporter à des pays qui travaillent dans ce sens. Nous avons mis en place, par exemple, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, 12 pays avec des projets. Et il n'y a pas de réponse. Et voilà, c'est plutôt cela. Je ne pense pas qu'il y ait des dégâts considérables dans les écosystèmes dans le bassin du Congo. Vous citez la RDC, oui, quelques brûlis ici d'agriculture. C'est un quart, les 3 quarts c'est le Brésil et un quart. Non, même peut-être et puis il y a pas. Un peu en Nouvelle-Zélande. Peut-être même pas un quart en RDC, je ne suis pas sûr. L'Indonésie aussi. Il n'y a pas de dégâts considérables, même en RDC, je ne suis pas sûr. Donc le bilan d'étape sur justement ce fonds bleu que vous avez lancé, ça marche? Le fonds bleu, oui, toutes les procédures de mise en place du fonds bleu sont achevées. Et la question de savoir quelle est la réponse que les États du bassin du Congo reçoivent et des autres partenaires. Est-ce que les pollueurs devraient continuer de polluer et nous n'aurions que l'obligation, comme me disait Lula, il dit, mais Nguesso, est-ce que tu penses qu'il faut qu'un Brésilien meure de faim, de maladie au pied d'un arbre? Alors, est-ce que c'est ce rapport que l'on devrait établir? Et c'est là le débat, et il faut que ce débat ait lieu. Vous en avez parlé avec les Chinois? Nous en parlons avec tout le monde. Pourquoi particulièrement les Chinois? Parce que c'est l'empire qui monte et c'est lui qui pollue le plus, avec les États-Unis. Ah bon, tous les industriels sont des pollueurs en réalité. Oui. Voilà. Bon, il y a des degrés divers. On va faire un gros effort. À des degrés divers. Oui. Et tous les industriels sont des pollueurs. J'aurais bien aimé vous interroger sur le woke, en tout cas sur le sanglot de l'homme blanc, sur tout le débat qu'il y a en France sur désormais post-colonial et cette espèce de passion qui a saisi les intellectuels français. Je ne sais pas ce que vous pensez du déboulonnage des statuts et de ce mouvement qui regarde la colonisation comme une sorte de crime absolument imprescriptible et indépassable et reste figé sur ce passé qui ne passe pas, quoi. Mais il faut d'abord qu'il passe dans tous les esprits, et les colonisés comme les colonisateurs. Et si cela ne passe pas dans tous les esprits, et si les colonisés continuent de maintenir la mentalité de coloniser, et les colonisateurs continuent d'entretenir un genre de paternalisme comme ça, et qui ne dit pas son nom, et on peut s'inquiéter. Vous ressentez ça? Ben, c'est tout le monde qui le ressent. Ceux qui ne le ressentent pas font preuve d'hypocrisie. Vous, président Denis Sassou Nguesso, vous ressentez... Oui, je le ressens d'abord du côté des colonisés. Et il faut qu'ils se libèrent réellement. Ils continuent d'entretenir une mentalité de colonisés. Je le dis d'abord pour nous-mêmes. Ouais. Il ne faut pas parler des autres. Il faut se libérer réellement. Cette libération dans les esprits des colonisés n'est pas encore arrivée totalement. Bon, de l'autre côté, on veut continuer à maintenir des cordons dans tel ou tel sens. Je crois qu'il faut libérer. Les deux parties doivent franchement se libérer. 60 et ans on ira de l'avant, je pense. 60 ans de colonialisme, 60 ans depuis l'indépendance. Voilà. Bon, on n'a pas parlé de néocolonialisme par hasard.
Ouais. Ce sont des expressions qui ont eu cours, et ont peut-être cours encore. Et ce n'est pas par hasard qu'on a parlé de néocolonialisme. Mais vous avez l'impression que, par exemple, Et de je vais parler mentalité très clair. d'assister. Est-ce que Bolloré, qui est ici, Total, qui est ici, deux grandes boîtes françaises, font du néocolonialisme? Bon, ils font pas du néocolonialisme, mais puis si c'est les gouvernements libres qui ont décidé de coopérer avec ces sociétés, il s'agit seulement de voir à l'intérieur si c'est gagnant-gagnant. Bon, et si ceux qui décident ont encore des mentalités de coloniser, ils peuvent Ouais, ça dure prendre pas. des décisions à l'encontre des intérêts de leur peuple. Mais il faut que les rapports de coopération soient gagnant-gagnant, c'est pas plus. Oui, c'est un rapport de force aussi. Ah, et ben, c'est un et puis rapport- comme c'est les rapports de force qui jouent. Oui. Hein, et voilà, aux Nations Unies. Et il y a 5 pays qui décident du sort du monde entier depuis la dernière guerre. Ce ne sont pas ces 5 qui voudront qu'il y ait une évolution qualitative aux Nations Unies. Au Conseil de sécurité, on n'est pas sûr de ça. Voilà le problème. C'est les rapports de force. Monsieur Hervouet. Monsieur le Président, merci infiniment de nous avoir accordé cette longue interview. Il y a 1000 sujets qu'on aurait pu traiter et qu'on ne peut pas traiter parce qu'on n'a pas le temps. Mais on se reverra peut-être. Peut-être que dans 5 ans, on fera le Peut-être bilan. avant. Et peut-être avant. Merci à vous. Ainsi va le monde sur Télé Sud. C'est la fin de cette édition spéciale. Nous remercions le président Denis Sassou Nguesso de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Nous remercions nos équipes sur place qui ont coordonné l'événement. André Agide, Vincent Hervouet, Bernard Volcker, Charles Serrito et toute l'équipe technique de Yaoundé au Cameroun et de Paris. Ils ont tous fait le déplacement pour couvrir l'événement. Excellente soirée à tous.